Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des sorties littéraires de ce printemps. Effectivement, l'été est déjà bien avancé, mais j'avais envie de revenir un petit peu plus spécifiquement sur certaines parutions durant mars, avril et mai. Et évidemment, je fais qu'une petite sélection par rapport à tout ce que j'ai listé, on va dire plus globalement. Ça, vous allez pouvoir le retrouver sur le blog. En plus de ça, sur le blog, vous allez voir que j'ai fait des sorties littéraires d'avril, mai et juin. Vous aurez remarqué que dans cette vidéo, je ne parlerai pas de juin, puisque pour moi, je considère juin dans l'été, et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Ainsi, non seulement sur le blog, vous avez plus de sorties en cours, mais en plus de ça, vous avez, entre guillemets, une avant-première sur la prochaine vidéo sortie littéraire. Trêve de blabla, on va commencer tout de suite avec une sortie poche. Comme toujours, pour faire ces sorties littéraires, j'ai mon assistant personnel sous les yeux, à savoir mon ordinateur, pour au moins pouvoir vous pitcher correctement les résumés. Je disais donc première sortie poche avec Babel de R.F. Kuang aux éditions de Saxus. Nous sommes en 1828, un jeune orphelin chinois est recueilli à Canton par un professeur et conduit à Londres. Rebaptisé Robin Swift, le jeune garçon consacre ses journées à l'étude des langues dans l'optique d'intégrer le prestigieux Institut Royal de Traduction de l'Université d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. Berceau de l'argentogravure, les étudiants y exploitent le sens perdu des mots à l'aide de barres d'argent enchantées. Dès ses premiers jours à Oxford, Robin prend conscience que ses travaux confèrent à l'Empire britannique une puissance inégalée et servent sa soif de colonisation au détriment des classes défavorisées de la société et de ses territoires. Servir Babel revient donc à trahir sa patrie d'origine. Peut-il espérer changer Babel de l'intérieur ou devra-t-il sacrifier ses rêves pour faire tomber cette institution? On est là sur un roman destiné à un lectorat adulte et on est sur une histoire de fantasy. Et je dois dire que c'est un roman qui a fait beaucoup parler de lui à sa sortie en grand format. Non seulement parce que c'était une sacrée briquette à dire vrai, puisqu'il me semble que le grand format, si je ne dis pas de bêtises, faisait quasiment 800 pages. Et c'est le cas aussi pour la version poche. Donc personnellement, ça fait partie de ces sorties qui ont eu une grosse hype au moment de leur parution. Pour être tout à fait honnête, je lorgnais dessus, mais je m'y précipitais pas parce que toujours, quand c'est des romans où il y a beaucoup de hype, il y a facile aussi d'avoir des déconvenus. Mais force est de constater que même avec la sortie poche, j'ai toujours envie de lire ce livre, ne serait-ce que pour les thématiques qu'il exploite, parce qu'on parle quand même de colonisation, on va quand même parler de magie et de tout ce qui tourne autour des mots, du sens des mots. On va avoir Babel, c'est la référence à la fameuse tour de Babel et tout ce qui est lié aux langues. Donc j'ai l'impression que ça a l'air hyper dense, hyper fourni. 800 pages à tenir sur voilà, toute cette aventure aussi de quête d'identité de soi, de choix entre espérer changer Babel de l'intérieur ou carrément détruire la tour. Donc j'ai l'impression qu'on a une espèce de réécriture de mythe avec quelque chose de très fantasy dans l'univers inventé par Kuang. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui attirent mon attention. Je sais qu'il y a d'excellents retours, donc j'espère pouvoir mettre la patte dessus parce que vraiment il a l'air incroyable comme livre. Je continue le tour des sorties littéraires qui me tentent énormément, notamment avec une sortie poche, là aussi destinée à un lectorat adulte et là aussi en fantaisie. Nous sommes sur Les Royaumes Ardents, le tome 1, Le Trône de Jasmin, de Tasha Souris, aux éditions Le Livre de Poche, et si vous cherchez le grand format, il me semble que c'est aux éditions Hachette. Au royaume d'Airania, l'ère des fleurs s'est achevée par la domination du cruel Parijat. Le temple sacré détruit, les eaux immortelles disparues, la nation n'est plus qu'ombre et sortilège. Des fleurs poussent sous la peau, des feuilles dans les yeux, et la sève des arbres se change en sang.
Les yakshas de la magie ancienne se sont réfugiés dans la forêt et la rébellion couve. Au cœur de ce chaos, Malini, la princesse Parijati, captive, droguée à la fleur aiguille, et Priya, une servante Airani, au pouvoir oublié, créent des liens tissés d'intérêts contradictoires. Il y a également toute une histoire d'attirance interdite, d'enjeux de pouvoir secrets, des choix difficiles qui sont à venir et qui explorent les méandres de leurs âmes, sans oublier enfin l'espoir d'une nation qui se lève. Vous l'aurez compris, on est sur une histoire dense de fantaisie avec beaucoup de magie, une histoire de rébellion, de guerre, de jeux de pouvoir, donc ça a l'air très intéressant déjà de base. En plus de ça, les personnages féminins ont l'air très engagés dans la condition des femmes, dans le féminisme, donc voilà, ça attire encore plus mon intérêt. Et pour terminer, la cerise sur le gâteau et peut-être ce qui m'aura le plus attiré dans ce roman, c'est que, et cette trilogie, puisqu'il s'agit là d'une trilogie, c'est que on est là sur tout un univers qui respire la mythologie, les légendes et la culture indienne. Donc il y a énormément de petites choses qui percutent mon attention et c'est surtout un livre que j'ai mis dans cette wishlist un peu au dernier moment puisque à la base je pensais vraiment, mais alors absolument pas le lire puisque au grand format chez Hachette, il avait un côté très, et ça c'est le marketing qui le faisait aussi, mais on avait l'impression d'avoir une romantaisie. Alors qu'en fait, manifestement, d'après beaucoup de personnes qui l'ont lu, on est très loin de la romantaisie. J'ai donc revu ma copie, j'ai mis ce livre dans cette wishlist et j'espère vraiment pouvoir l'emprunter ou l'acheter en poche ou en grand format, peu importe. Mais je suis vraiment très curieuse parce que j'ai pas l'habitude et je crois qu'à ce jour, je n'ai jamais lu de fantasy qui s'inspire énormément de la culture de l'Inde. Donc ça a l'air d'être absolument passionnant. Je suis très curieuse. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en faire des retours parce que il a l'air très cool. Avec le livre suivant, on change carrément de style, d'ambiance et même de genre, puisqu'on va aller du côté de la cozy fantasy, même si on reste dans de la fantasy toujours, mais je pense que vous avez l'habitude ici. Et on va aller du côté des éditions Rajo. Le livre s'intitule A Witch Guide to Fake Dating Demon de Sarah Holly aux éditions Rajo. Marielle est une sorcière à qui les étoiles ont prédit dès sa naissance un destin fabuleux. Mais jusque-là, ses tentatives de magie se terminent généralement en catastrophe. Lorsqu'elle invoque le célèbre démon Osros, l'impitoyable à la place d'un paquet de farine, elle désespère. Surtout que le démon est bien décidé à rester avec elle jusqu'à ce qu'elle accepte de céder son âme. La mère de Marielle débarque chez elle et la sorcière est obligée de prétendre qu'Osros est son petit ami. Pour ne rien arranger, elle ne peut s'empêcher d'être de plus en plus attirée par lui. C'est très rare que je mette déjà du fantastique et qui plus est de la romance, mais je sais pas, il y a quelque chose dans le titre, dans la vibe, qui me rappelle de près, de loin, la société très secrète des sorcières extraordinaires. Je ne sais pas si je le prendrai en grand format, si je l'emprunterai ou si j'attendrai une sortie poche. En tout cas, vraiment, il m'intrigue au plus haut point. Je sais que les retours sont plutôt bons actuellement et ouais, cette couverture est très chouette, elle sonne très printemps, très été, je trouve. J'aime beaucoup le pitch de base, le fait d'invoquer un démon à la place d'un paquet de farine. Je me demande voilà, comment cette sorcière s'y est prise. Le côté un peu fake dating qui est à ce jour peut-être la trope de romance qui me plaît le mieux, je pense, avec le Strangers to Lovers ou encore le Friends to Lovers. Donc voilà, je me dis que tous les éléments sont réunis, la sorcellerie, la magie, un peu de romance, quelque chose qui doit sentir bon, voilà, le printemps, l'été, quelque chose de léger. C'est un peu cosy doudou, je ne sais pas s'il y a des scènes explicites ou non. En tout cas, peu importe, puisque personnellement ça ne me pose pas de problème, en tout cas à partir du moment où l'intrigue n'est pas basée uniquement là-dessus. Et donc, si vous l'avez lu, là aussi je suis preneuse niveau retour, ne serait-ce que pour savoir si effectivement je peux
me jeter dessus ou patienter un petit peu la sortie poche pour voir si mon intérêt est toujours présent. On continue avec une sortie qui m'intéresse au plus haut point puisqu'il s'agit d'une suite de série et pas n'importe laquelle puisqu'on va parler désormais de Fangirl. Le tome ici qui m'intéresse et qui est sorti en avril dernier, c'est le tome 2, mais je vais plutôt vous faire un petit résumé du tome 1. L'histoire de Fangirl, c'est l'histoire de Kat. Elle débarque à l'université et pense faire face à tout ce nouveau monde qui l'attend et qui la rend méga anxieuse avec sa sœur jumelle Erin. Le truc, c'est que Erin a décidé de prendre son indépendance, son envol, de profiter à fond de la vie du campus universitaire, des fêtes, des rencontres qu'elle peut y faire, et laisse un peu Kat de côté, espérant que sa sœur puisse elle aussi évoluer au même rythme qu'elle. Ce qui n'est pas tellement le cas puisque Kat est plutôt renfermée et discrète et qu'elle se sent complètement paumée sans Erin. De plus, les deux sœurs avaient pour habitude jusqu'à présent d'écrire une fanfiction ensemble et Erin ayant pris son envol, Kat se retrouve seule pour l'écrire, ce qui l'angoisse aussi au plus haut point. Kat ne se sent pas d'écrire des fanfictions autour de l'univers de Simon Snow, un magicien qui a fait fureur dans le monde de Kat et d'Erin. Et la cerise sur le gâteau, c'est que Kat se rend compte que sa professeure d'écriture déteste au plus haut point la fanfiction. Ainsi, on a donc toute une histoire de passage à la vie adulte, de sortir de sa zone de confort sur l'écriture, sur la gémilité, sur la famille, bref. Beaucoup d'éléments qui sont concentrés dans ce roman et qui sont magnifiés, sublimés par l'adaptation manga, je trouve, parce qu'elle rajoute des petites choses, elle met un peu plus d'ambiance, notamment les ambiances saison, qui moi me convient parfaitement. Après l'automne du premier tome, j'ai l'impression que ce second opus va se concentrer davantage sur l'hiver, et c'est pas pour me déplaire, parce que je sens que je vais réserver ce manga pour le Cold Winter Challenge. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus, à part que j'adore Fangirl, que j'ai adoré le roman et que j'ai adoré le manga, que c'est un gros coup de cœur de l'année passée même, que j'adore le personnage, que j'aime énormément cette adaptation, que je trouve élégante dans les traits, dans les dessins, agréable à lire, très attachant au niveau des personnages, les ajouts sont magnifiques et sont perfects. Je pourrais passer des heures à vous parler de Fangirl et à quel point je kiffe cet univers et à quel point c'est vraiment à mes yeux ce qui a mis mon nez dans le contemporain, la romance et qui m'a réconciliée d'ailleurs avec ces genres. Donc voilà, me disais Fangirl si l'envie vous en prend parce que c'est vraiment un très chouette roman et si jamais le roman vous tente pas, sautez sur le manga parce que clairement ça vaut le détour. Avec le livre suivant, on va parler d'une autrice que j'aime énormément et dont je me languis, désespère d'avoir un jour le reste de sa bibliographie dans ma bibliothèque. Il s'agit d'un nouveau roman de Michiko Aoyama. Nous sommes là sur Rencontre au parc Inode qui est édité aux éditions Nami. Dans la banlieue de Tokyo, alors que l'hiver laisse place au printemps, les résidents de l'immeuble Advance Hill découvrent leur nouveau logement. Sous le bon augure du passage de saison, tous croient en la promesse d'une nouvelle vie dans ces appartements flambant neufs. Mais les semaines s'écoulent sans apporter la seconde chance dont ils rêvaient. Jusqu'à ce que le hasard et un soupçon de magie mettent sur leur route le parc Inode. Selon une légende du quartier, le vieil hippopotame en béton qui s'y cache aurait des pouvoirs thérapeutiques. Il suffirait de le toucher pour guérir des maux les plus douloureux. Les différents voisins viennent dès lors chercher du réconfort auprès de cette étrange statue. Et si poser des mots sur les peines qui les hantent leur permettait enfin de s'ouvrir au bonheur qui n'attend plus qu'eux. Depuis la bibliothèque des rêves secrets, j'adore la plume et le style de cette autrice dans ses idées, dans ses concepts. C'est pas tellement la nouveauté en soi que je sais que certains diront que c'est pas très neuf, que ça sent un peu le réchauffé par rapport à la bibliothèque des rêves secrets ou d'autres romans de l'autrice, mais ce n'est pas tant la nouveauté qui m'intéresse que plutôt le côté de me replonger dans quelque chose de cosy, d'apaisant, de plutôt doudou, réconfortant,
C'est de la littérature contemporaine adulte avec voilà, tranche de vie, quelque chose de très cosy, de très douillet, avec moult détails qui respirent la culture et les traditions japonaises. Et cette philosophie de vie qui, moi, personnellement, me plaît déjà énormément, que ce soit avec la bibliothèque des rêves secrets, mais aussi avec Tant que le café est encore chaud. Donc, je suis plutôt curieuse de savoir ce que ce nouveau roman va renfermer, puisque je suppose que ce qui fait le sel de ces romans, c'est plutôt les personnages qu'on va y rencontrer, leurs histoires, leur parcours de vie et comment ils vont évoluer. Le roman suivant est un livre à destination d'un lectorat adolescent et on est sur de la fantaisie. C'est un roman d'Alix Nodo Guilherme qui s'intitule À la recherche de l'esprit renard, premier tome, Alban. Et ce livre est aux éditions Gulfstream. Depuis quelque temps, l'esprit renard, le dernier des Lumi, visite les rêves de Merle. Est-ce parce que le jeune garçon est le seul à avoir des yeux de couleurs différentes? Cette particularité l'empêche en tout cas de déclencher la vue et ainsi d'accomplir son rêve, intégrer la prestigieuse caste des protecteurs, les Albans. C'est alors que son village est attaqué par la mystérieuse secte des Rogues. L'adolescent y rencontre pour la première fois son père qui a rejoint ce groupe il y a longtemps. Or celui-ci est porteur d'un message inattendu. Il prétend que Merle, contrairement à ce qu'ont toujours affirmé les Albans, peut lui aussi déclencher la vue malgré ses yeux verrons. Dès lors, le garçon va devoir choisir. Accorder sa confiance à ce père qui l'a abandonné et a trahi les siens, ou rester fidèle à ceux qui prétendent être des protecteurs. Seul l'esprit renard aurait la réponse. Au résumé, il n'en fallait pas plus pour craquer, puisqu'on parle d'esprit, on nous parle de renard, on nous parle d'un enfant adolescent qui semblerait être tiraillé entre ce père qui ne l'a pas connu et qui appartiendrait apparemment à une secte, et puis de l'autre côté ce qu'il a toujours rêvé, les Albans, qui a l'air très prestigieux, très lumineux. Donc je suis curieuse parce que oui, on est sur de la fantasy qui reprend certainement des ingrédients vus et revus, mais j'ai l'impression que l'univers il a l'air tellement incroyable avec ses esprits, on parle de Lumi, on parle de Rogue, on parle d'Alban, c'est des mots qui forcément piquent ma curiosité puisqu'ils sont nouveaux et inventés de ce fait. Donc je suis curieuse de voir où ça va nous mener, quel genre d'histoire on va avoir, quel genre d'évolution va avoir le personnage principal, puisque le résumé nous laisse sur une question qui forcément amène à un choix. Et puis la couverture qui donne ce ton un peu mystérieux, quelque chose de très... Les esprits ont l'air d'être voilà, des créatures plutôt grandes, majestueuses. Les humains ont l'air petits en leur présence. Donc, moi je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire, qui me pousse à découvrir ce titre. Donc si jamais vous l'avez lu, parce que les retours sont bons, mais il n'y a pas tant que ça de retours dessus non plus. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en faire part, à me dire ce que vous avez aimé, pas aimé. Parce que vraiment pour le coup, j'aimerais bien avoir quelques sons de cloche histoire de me faire un avis plus poussé sur le sujet. Je poursuis ces sorties littéraires du printemps avec une bande dessinée et celle-ci je ne m'y attendais absolument pas du tout, mais vraiment j'espère un jour mettre la patte dessus parce que ça a l'air incroyable comme idée. Tellement contente d'avoir une adaptation BD de ce roman que je ne peux que vous recommander de lire tellement il a été incroyable et que ça a été une claque exceptionnelle et premier roman de l'autrice qui plus est, qui m'a poussée à vouloir absolument découvrir petit à petit par contre sa bibliographie. Je parle d'Aurélie Wellenstein avec son roman Le Roi des Fauves qui là vient de connaître une adaptation en bande dessinée. Le premier tome s'intitule Adarfell et c'est aux éditions Delcourt. La bande dessinée, on la doit à David Chauvel et à Sylvain Guilbeault et ça reprend complètement le roman d'Aurélie Wellenstein. Ainsi, on retrouve donc Ivar, Oswald et Kaya
qui sont amis depuis toujours. Alors que leur village meurt de faim et que le père d'Ivar tombe malade, ils décident d'aller braconner sur les terres du Jarl. Mais ils sont pris en flagrant délit de braconnage par le fils du Jarl, accompagné à ce moment-là de son maître d'armes. La rencontre tourne au drame et voilà que le trio est devenu hors la loi. Pour les trois amis, c'est le début d'un long voyage au bout d'eux-mêmes. Le roman, comme la bande dessinée, c'est clairement destiné à un lectorat adulte parce qu'on est là sur un roman qui était quand même, à mes souvenirs, pesant, assez lourd en termes d'ambiance, assez violent aussi. On nous parle quand même de nature humaine versus bestialité, ça parle quand même de beaucoup de choses très glauques, très sombres, violentes, matures. C'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains, je trouve. Et Aurélie Wallenstein a cette qualité, cette manière d'écrire des récits très pesants, mais qui sont passionnants du début à la fin. Ce ne sont pas des romans très longs, mais ils sont suffisamment impactants pour marquer les esprits, que ce soit les personnages et leur évolution, que ce soit la plume, que ce soit l'intrigue, son déroulé, les rebondissements, les péripéties, et surtout les révélations et les films. Et cerise sur le gâteau, le final de ce roman qui plus est exceptionnel, je trouve. Ça fait partie, je crois, d'un top 10 des fins les plus incroyables que j'ai lues à ce jour. Et même si une relecture serait méga intéressante, je trouve, j'en garde un très vif souvenir de ce roman. Et voir ce roman être mis en image, ça m'intrigue au plus haut point. Je ne sais pas à quel point l'adaptation va être fidèle et à quel point tout ce qui est ambiance pesante, poisseuse, la violence des personnages et tout cet univers va être mis en image concrètement. Donc voilà, je suis très intriguée par ce titre et j'espère vraiment un de ces quatre tomber dessus pour le découvrir. Je reste sur de la bande dessinée, je reste également sur une adaptation roman vers bande dessinée et on va parler de Jefferson. Jefferson, c'est un roman de Jean-Claude Morleva dont les illustrations sont assurées par Antoine Rozin. Et si vous ne connaissez pas Jefferson, sachez que c'est un roman, une trilogie actuellement de romans qui sont absolument savoureux. Chaque tome est incroyable dans le sens où c'est mordant, où c'est truculent, où il y a plein de péripéties, où c'est très chargé en messages sur la diversité, l'inclusivité, mais pas que, sur l'environnement, sur l'écologie, les animaux et la défense des animaux. C'est très piquant, corrosif en termes d'humour, mais c'est lumineux, autant que ça aborde des sujets pas toujours faciles ou très drôles. Donc voilà, j'aime beaucoup ce mélange doux-amer, ce côté très drôle avec le côté très sombre, le côté lumineux, avec quelque chose de plus poisseux mais qui reste au fond léger, puisque Jean-Claude Morleva s'adresse de manière très intelligente à un lectorat jeunesse sur des sujets variés, mais c'est voilà, construire des intrigues policières qui sont savoureuses, je trouve, à mes yeux. C'est une saga que j'aime beaucoup. J'ai adoré le premier tome et les tomes suivants ont été pépite sur pépite. Donc si vous ne connaissez pas et que vous avez envie de tenter l'aventure, faites-le. Si jamais vous avez des enfants à proximité, n'hésitez pas à leur offrir cette saga parce que c'est vraiment génial. Ainsi, Jefferson est un jeune hérisson qui vit au pays des animaux qui côtoie celui des hommes, et Jefferson décide un beau jour de se rafraîchir la houppette et donc d'aller chez le coiffeur qui porte le doux nom de Définitif. Et vous allez voir que ça n'a jamais aussi bien porté son nom, puisque Jefferson passe la porte et découvre une scène effroyable, le coiffeur est mort. En effet, Edgar le blaireau est retrouvé avec une paire de ciseaux plantée dans son corps, et Jefferson essaie tant bien que mal de se dépaître de la situation. Malheureusement, la cliente qui roupillait dans le fauteuil d'à côté se réveille, et forcément Jefferson est accusé du meurtre. Ainsi, aidé de son plus fidèle ami Gilbert, Jefferson va mener l'enquête et s'aventurer au-delà du pays des animaux vers celui des humains.
Juste avant le résumé, je vous ai dit à quel point j'aimais Jefferson, mais je ne vous ai pas parlé des illustrations d'Antoine Rozon, qui sont, je trouve, magnifiques. Et à mes yeux, il y en avait un goût de trop peu. J'aurais aimé avoir quelque chose d'un petit peu plus long à me mettre sous la dent, et cette bande dessinée tombe à pic, puisqu'elle adapte le premier roman et nous propose des illustrations cette fois couleur. Et en vrai, je suis tellement heureuse que ce roman est une bande dessinée. Si vous ne connaissez pas, précipitez-vous-y. Si vous avez envie de vous faire la bande dessinée, allez-y. Parce que je pense que ça vaut vraiment, vraiment le détour. Puisqu'on est sur un arc apparemment policier, je poursuis avec le prochain titre qui est un roman destiné aux adolescents et qui est écrit par Clémentine Beauvais. Je vais donc vous parler de Pierre Bayard, détective privé, le premier tome qui est consacré à l'affaire du Petit Prince. Si vous cherchez ce titre, il est aux éditions Sarbacane. Pierre Bayard, détective de haut vol, s'ennuie ferme depuis qu'il n'a plus le droit d'exercer ses talents d'enquêteur. Quand un matin, un mystérieux appel à l'aide à propos d'un secret dissimulé dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry vient bousculer sa routine. Mais lorsque son contact disparaît, semant de drôles d'indices sur son passage, Pierre Bayard ne peut résister, malgré l'interdiction formelle pour lui de pratiquer. Flanqué de son ingénieux voisin de 12 ans minuit pile et de la meilleure amie de celui-ci, la fringante Bas de Casse, Pierre Bayard et sa fidèle associée Edith se lancent dans l'enquête tout en essayant d'échapper à la surveillance de la redoutable Élise Mieux, présidente de l'institution ayant interdit à Bayard d'exercer. Quel mystère peut bien receler le Petit Prince pour déclencher une disparition, voire même peut-être un enlèvement? Clémentine Beauvais, je suis actuellement en pleine découverte du livre audio Les Petites Reines et je kiffe énormément le ton et la narration de Clémentine Beauvais. Mais Clémentine Beauvais, je l'ai surtout lu avec son essai Écrire comme une abeille, qui est un essai sur l'écriture à destination de la jeunesse et voire adolescent quand même. Et c'est un excellent livre, une véritable mine d'or si vraiment vous avez la passion de l'écriture et que vous voulez un jour écrire pour cette tranche d'âge. Je vous le recommande à 4000% parce que c'est ultra complet et passionnant à découvrir avec l'humour, le mordant de l'autrice. Et donc c'est ça qui m'avait donné envie d'en avoir un petit peu plus à me mettre sous la dent côté bibliographie. Tout l'écoute audio pour cette saison estivale des Petites Reines. Il y a des titres qui attirent forcément mon attention dans sa bibliographie, les Petites Reines oui, mais pas que. Il y a également, je crois, les Facétieuses qui me piquent ma curiosité vraiment au plus haut point. Et là, celui-ci, je pense qu'il surclasse les deux autres parce qu'on est sur ce côté un peu polar. On parle de détective privé qui manifestement n'a plus vraiment le droit d'exercer. Il y a cette faute sur le détective. Je me demande à quoi sert le X dans le mot. Ça doit faire référence à quelque chose forcément. C'est pas la première fois en plus de ça que Clémentine Beauvais s'amuse sur ces petits lapsus. Elle l'avait déjà fait avec l'album jeunesse qui est absolument génial, Les lettres de mon hélicoptère, qui est vraiment un très très bel album jeunesse je trouve. Et enfin Le Petit Prince qui est certainement l'un de mes livres préférés parmi tous mes livres préférés. J'aime énormément ce roman de Saint-Exupéry et le voir ici à travers la plume de Clémentine Beauvais, ça doit être vraiment un régal sur toute la ligne. Donc j'ai hâte de découvrir cette saga. On va continuer sur les sorties littéraires du printemps avec notamment une sortie, un tome 2 que j'attends depuis très très longtemps puisque l'année passée j'ai découvert le premier tome de cette série et ça avait été un immense coup de cœur, une de mes bandes dessinées, j'allais dire préférées de l'année passée. Il s'agit de La Marche Brume de Stéphane Fert aux éditions d'Argo et le tome 2 s'intitule Les Chimères. En gros, pour faire un rapide pitch du tome 1, on est sur un univers qui est à destination du young adulte, plutôt fantasy. Et dans cet univers, jusqu'à un certain jour, on n'avait pas tellement peur des ogres, des ogresses, des trolls, des géants de nuages ou des diables dans les crevasses, bref. Les humains n'avaient peur de rien et semblaient mettre le feu à peu près tout ce qui se trouvait à la portée de main, notamment la forêt.
jusqu'au jour où le karma a décidé de se venger et de distiller une espèce de brume un peu poisseuse et maléfique qui a renversé complètement le rapport de force. En effet, cette brume absorbe absolument tout et manifestement transforme les humains qu'elle prend dans sa toile pour les recracher sous forme de monstres et de créatures absolument cauchemardesques. Et ce n'est pas la seule chose qu'elle semble faire. Ça a eu pour effet de scinder la société en deux morceaux. D'un côté vous avez les humains, de l'autre il y a les sorcières qui vivent dans une grosse communauté assez joyeuse, bariolée, haut en couleurs, dans une sororité absolue. Et au milieu de ces sorcières, il y a la petite Tempérance. Tempérance, elle a été sauvée de justesse par une des sorcières et c'est une petite ogresse qu'elles ont décidé de recueillir et d'élever du mieux qu'elles le pouvaient jusqu'au jour où la brume commence à grignoter un peu, voire même beaucoup trop les alentours, forçant un petit groupe de sorcières et Tempérance à prendre la route pour essayer de démêler un petit peu le vrai du faux, comprendre qu'est-ce que c'est que cette brume, pourquoi elle est là, quoi elle sert, qu'est-ce qu'elle fait et comment l'arrêter. Ainsi, la Marche Brume, c'est une espèce de saga très engagée d'un point de vue écologique et très engagée d'un point de vue féministe et qui nous propose comme ça toute une espèce de fable, d'aventure, chapitre après chapitre, où on suit un petit groupe de sorcières avec des choses à la fois douces et amères, des choses qui sont lumineuses mais qui sont aussi violentes, avec une grande maturité dans le ton et beaucoup, mais alors vraiment beaucoup d'humour. J'ai adoré l'ambiance de ce premier tome, j'ai adoré les personnages que je trouve hyper attachants, la plume est soignée, travaillée et percutante en matière d'humour, c'est ni trop peu ni pas assez. Il y a énormément de thématiques et de messages qui sont très engagés et surtout très actuels. J'aime énormément le côté un peu conte que l'auteur distille à travers la mise en page de son histoire. C'était un gros coup de cœur, vraiment un très gros coup de cœur pour une saga que je rêve d'avoir dans ma bibliothèque. Vraiment le premier tome, le jour où j'ai la possibilité de l'acheter, je le fais direct. En attendant, je vais continuer la saga et voir si je peux emprunter le second tome qui me tente énormément au vu du final du premier tome. On reste sur de la magie, de la sorcellerie et de la fantaisie, mais on revient sur du roman et on va plutôt aller sur de la cozy fantasy. Je vous présente donc La petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst aux éditions Brajlon. Kiela a toujours eu du mal avec les gens. Par chance, son travail à la grande bibliothèque d'Alysium lui a permis de vivre en recluse parmi les livres de sortilèges les plus précieux de l'Empire. Mais lorsqu'une révolution éclate et que la bibliothèque part en fumée, Kiela et son assistant Kaz, une plante créée par magie, sauvent autant de livres qu'ils le peuvent et mettent le cap sur une île lointaine où Kiela était certaine de ne jamais retourner, la terre de son enfance. Kian espère faire profil bas dans la chaumière délabrée héritée de ses défunts parents. À son grand désarroi, en plus d'écoper d'un voisin aussi fouineur que séduisant, elle découvre que le village est dans un triste état. L'Empire néglige depuis des années les gens qui dépendent de ses interventions magiques pour des récoltes fructueuses et pire encore, la magie censée les aider à engendrer des tempêtes destructrices qui ont fait des ravages sur l'île. Kiera est donc décidée à trouver un moyen d'arranger les choses en ouvrant la toute première sortilègerie secrète de l'île. Et c'est un roman qui me tente depuis que j'ai entendu parler à sa sortie de ce titre parce que voilà, déjà c'est de la fantasy, cozy fantasy, on est sur une jeune femme qui va sauver des livres, qui fuit très loin sur une île un peu paumée, qui retourne un petit peu dans la terre de son enfance, qui va donc retrouver, je suppose, des tas de personnages divers et variés à qui elle va apporter son aide, notamment à travers sa petite boutique de sortilèges. Et donc le pitch, le résumé me vend énormément de choses. Je sais qu'il est vraiment très doudou, très agréable à lire, très sympathique. Les retours sont plutôt bons, voire très bons. Donc hâte de pouvoir me pencher dessus.
que ce soit en grand format ou en format poche, peu importe. En plus de ça, je trouve que la couverture est absolument magnifique, elle a une ambiance, une lumière et un côté très doux au niveau des couleurs et qui moi me plaît énormément. Conclusion, j'ai vraiment hâte de voir dans quel genre d'histoire on va m'embarquer, quels vont être les personnages rencontrés, les évolutions, ce côté un petit peu romance. Il y a voilà, pas mal de petites choses qui, sous le résumé, semblent pointer le bout de son nez et je suis impatiente de voir ce qu'il en retourne réellement. Enfin, dernier livre de cette sélection printanière, on va rester dans la cozy fantasy. C'est un titre qui me faisait déjà de l'œil à sa sortie en grand format. C'est toujours le cas avec la sortie poche. Et cerise sur le gâteau, ça fait partie de ces titres de cozy fantasy. Donc je suis en train de mettre de côté pour pouvoir un jour découvrir le genre un peu plus longuement. C'est une saga qu'on doit à Travis Baldree et qui est ici dans sa version poche aux éditions J'ai lu. Vive, une orque mercenaire au passé sanglant, décide de changer de vie. À l'aide d'une légendaire pierre censée lui apporter la bonne fortune, elle se lance dans une entreprise audacieuse, la création d'un café. Un pari risqué car dans la ville de Twin, les elfes, lutins et autres ratelins ignorent tout de ce breuvage peu ragoûtant. Et lorsque les hommes de main du Madrigal, la mafia locale, vient s'en mêler et que l'un de ses anciens compagnons d'armes rôde aux alentours, Vive sait d'expérience que son aventure ne se déroulera pas sans embûches. Aux côtés d'une succube très perspicace, d'un hobgoblin mutique et de divers alliés improbables, Vive devra réussir à se tailler une place dans un monde qui lui est inconnu, tout en protégeant coûte que coûte ce qui compte le plus pour elle. J'en avais pas besoin de plus, moi ce côté orque qui décide de changer de vie du jour au lendemain pour aller faire un petit commerce, un petit café, tenir une auberge. On parle de passé sanglant, de choses qui reviennent à la surface et dont elle n'aurait pas vraiment envie que ça sache. De l'autre côté, il y a différents personnages qu'on semble rencontrer, la succube, le gobelin, plein d'autres certainement qui ne sont pas annoncés dans ce résumé. Voilà, c'est de la fantaisie, c'est de la cosy, il y a tout ce qu'il me faut en fait pour attirer mon attention. La couverture, je la trouve géniale. Ça fait partie de ces récits qui ont fait énormément couler d'encre à leur sortie. Donc je suis curieuse, moi, à mon tour, de découvrir ce titre et cette saga plus largement. Et j'espère pouvoir profiter de Légendes délatées et de bien d'autres pour mettre enfin le pied dans la cosy fantasy. S'achève avec Légendes délatées les 12 titres que j'avais à vous présenter pour cette sélection printanière. Je vous rappelle que sous cette vidéo, dans la description, vous avez les livres cités qui sont listés. Vous avez également un lien vers l'article sur mon blog qui va vous permettre de découvrir plein d'autres sorties littéraires, sans compter tous les liens vers Instagram, Fixia, Wattpad, Livre Addict, Babelio, bref, j'en passe et des meilleurs. Tout est là pour que vous puissiez faire votre tarte au citron meringuée préférée. L'espace commentaire est à votre disposition si jamais vous voulez faire des retours sur cette vidéo, sur les titres que je vous ai présentés, si vous les avez lus ou non, s'ils sont dans votre wishlist, s'ils sont dans votre pile à lire, si vous comptez les lire ou pas. Bref, voilà. N'hésitez pas à me donner un petit peu vos impressions, vos retours, ou même vous, votre sélection sur ces mois de mars, d'avril et mai, les sorties qui vraiment vous ont hypé, celles sur lesquelles vous avez craqué, parce qu'évidemment, chose dont je n'ai pas parlé, c'est des titres qui me hypaient, mais j'ai cédé à la hype et je les ai achetés, ce qui est le cas par exemple des chroniques de l'érable et du cerisier ou encore des Whisper Weeks. Donc je ne vous parle pas de ces titres, ça n'a aucun sens puisque j'y reviendrai dans un book haul. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter bien sûr, à partager évidemment. Si vous aimez la lecture, vous allez être servi sur cette chaîne puisque j'ai d'autres vidéos sur ce sujet. Et si jamais vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur moi, n'hésitez pas à regarder du côté de mes vidéos écriture illustration sur mon activité en tant qu'autrice illustratrice. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, un très grand merci aussi à celles et ceux qui s'abonnent à cette chaîne, qui commentent, qui viennent aussi me voir sur les réseaux sociaux ou sur le blog ou sur
voilà, mes écrits, Wattpad, Fixia, tout ça, ça fait toujours extrêmement plaisir et je suis très heureuse de pouvoir aussi échanger avec vous et répondre à vos commentaires. Merci aussi à celles et ceux qui me suivent et me soutiennent via Patreon et Tipeee parce que ça fait extrêmement chaud au cœur et ça met un petit peu de beurre dans les épinards. Et je pense qu'on peut enfin conclure joyeusement cette vidéo en vous souhaitant de très belles lectures. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye!